Bonjour Patrick, Bonjour Alexis. on s'est retrouvé aujourd'hui pour réaliser la première vidéo pédagogique du GES. Bon, effectivement, on a décidé de commencer une série de vidéos et la première avec le sujet des violences conjugales. Ça va être des généralités sur les violences conjugales en fait. D'accord, parce que c'est un sujet effectivement à tiroir. Je vois que tu as 3 livres ici. Est-ce que tu peux nous dire les titres et les dates en gros de ces livres-là? Oui, parce que j'ai l'intention pendant l'entretien de m'appuyer sur des livres et puis de les faire connaître aussi, parce que ce sont des livres qui ne sont pas forcément très connus, mais qui apprennent beaucoup de choses sur le sujet. Voilà, j'ai par exemple un livre d'une sociologue, Victoria Vano, La paix des ménages. J'ai le livre de Sophie Torrent, L'homme battu. Et puis j'ai le livre de Maxime Gaget qui s'appelle Ma compagne, mon bourreau. Alors, la lutte contre les violences contre les femmes, ça date donc de 1970, avec 1975, la création du premier foyer de femmes battues. Pas du tout, pas du tout. Il faut remonter bien plus loin en arrière. Victoria Vano, La paix des ménages, le livre que je citais à l'instant, a repris l'histoire de la répression des violences conjugales et elle a découvert qu'au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, effectivement, l'institution judiciaire a été confrontée à des plaintes de femmes victimes et aussi d'hommes victimes, et qu'elle a été obligée de se positionner par rapport à ces plaintes. C'est-à-dire qu'elle a été obligée de trancher sur le fait de savoir si il s'agissait de délits faits dans la sphère privée et donc qui ne la concernaient pas, ou s'il s'agissait de délits comme les autres, de délits comme ceux qui sont commis dans la sphère publique. Donc là, on parle des années 1800, c'est Napoléon, c'est le Code civil. En fait, la lutte contre les violences conjugales, ça date de l'invention de la démocratie et de la justice, quoi. Ça date d'après la Révolution, effectivement, à l'époque où le droit français s'est construit et a été obligé d'explorer toute une série de problématiques. Et donc, tout au long du XIXe siècle, il y a eu des discussions parfois âpres entre magistrats, entre juristes, pour savoir ce qu'il fallait faire par rapport aux violences conjugales. Et finalement, ce qui a été décidé, ce qui a été tranché, c'est que ces violences devaient être considérées comme des délits ou des crimes à part entière et qu'il fallait donc faire des enquêtes, il fallait faire des procès, il fallait prendre des sanctions. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des plaintes de femmes victimes ou d'hommes victimes, il y a eu des procès de femmes violentes ou d'hommes violents, et il y a eu des condamnations de femmes violentes ou d'hommes violents. Donc il y a eu des condamnations de femmes violentes, contrairement à l'impression qu'on a aujourd'hui. On en a eu dès le 19e siècle alors? Il y en a eu, effectivement, il y en a eu peu, il y en a eu très peu, comme des condamnations d'hommes, il y en a eu très peu. Mais ce qui est important, c'est que les choses étaient claires dès cette époque. Les choses étaient claires, la violence conjugale est effectivement un délit à combattre. D'accord, donc Voilà. c'est ce que retrace Victoria Vano dans son livre sur toute l'histoire du 19e siècle. Exactement. Ok. Mais du coup, comment est-ce qu'on est arrivé à associer systématiquement le féminisme et la lutte contre les violences conjugales? Ce sont effectivement les féministes qui ont réussi à cette association dans l'esprit des gens, c'est-à-dire qui ont mené un travail de conditionnement idéologique extrêmement efficace. Pendant ces années-là, ils ont dit nous sommes les premières à dénoncer les violences conjugales, nous sommes des pionnières, et en même temps, elles ont introduit et assuré l'emprise de l'idée selon laquelle le monde se divise en bourreaux et en victimes, et les bourreaux sont toujours du même côté, ce sont les hommes, donc la violence est toujours du même côté, ce sont les hommes qui la pratiquent, et les victimes sont toujours du même côté, ce sont les femmes qui la subissent. Voilà. Concept de violence contre les femmes qui n'a aucun sens, parce qu'en fait la violence n'a pas de sexe, c'est-à-dire que les auteurs de violence n'ont pas de sexe, ce sont des hommes ou des femmes, et les victimes de violence n'ont pas de sexe non plus, ce sont des femmes, des hommes et des enfants. Alors effectivement, quand on voit les publicités du 3919, qui est le numéro public pour les femmes battues, ça me pose un peu question quand je vois que c'est destiné qu'aux femmes.
Oui, c'est totalement, c'est une discrimination, hein, c'est pas autre chose, c'est une discrimination en fonction du sexe. Et c'est une discrimination qui s'applique, qui est en œuvre dans tous les services publics de prévention contre les violences et de soutien aux victimes, à savoir les centres d'accueil qu'on trouve à peu près dans chaque ville, les appartements d'urgence, les numéros d'appel gratuits, tout ça c'est réservé aux victimes féminines, et puis surtout les plans ministériels ou interministériels de lutte contre les violences qui sont complètement focalisés sur les victimes féminines. Donc vers 1970, si je comprends bien, les féministes ont récupéré la lutte contre les violences conjugales. Et du coup, aujourd'hui, les hommes ne sont pas reconnus comme victimes de ces violences. Est-ce qu'il y a quand même une évolution? Est-ce que les hommes commencent à se faire reconnaître comme potentiellement victimes? Alors, il y a une évolution depuis longtemps, mais surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Alors, par exemple, en 1977, c'est quand même assez vieux, une sociologue américaine qui s'appelait Susan Steinmetz a introduit, à la suite de ses recherches, a introduit le concept de mari battu, qui s'est ensuite transformé en celui d'homme battu. Hein, c'est la première, en quelque sorte, ça a suscité une polémique monstre d'ailleurs aux États-Unis, mais le concept a été lancé et les études ont suivi. En France, à la même époque, on ne parlait absolument pas de ce sujet-là. Hein. On n'en parlait pas, il n'y a pas une seule... Personne ne se permettait, si quelqu'un se permettait d'évoquer des violences conjugales contre les hommes, il était immédiatement moqué, ridiculisé, et les gens haussaient les épaules. Hein. Il se faisait taper, quoi. Au Canada aussi, il y a eu une percée, parce que là-bas, l'enquête sociale générale, qui est une enquête d'État qui touche tous les sujets, qui est mise en œuvre tous les 5 ans, dès 1998, cette enquête a comporté un volet violence conjugale qui prenait en compte les hommes victimes. Et dès 1998, cette enquête a établi que la proportion d'hommes victimes était à peu près égale à celle des femmes victimes. À peu près égale, c'est-à-dire que des deux côtés, on a autant de victimes hommes que femmes. Exactement, il y a autant de victimes des deux sexes. Voilà. Et cette enquête a été confirmée quand même depuis, elle a eu lieu encore 3 fois, puisque elle est réalisée tous les 5 ans, donc quand même il y a eu 3 confirmations de cette évaluation, donc c'est important quand même. D'accord, mais on est quand même en 98, c'est quand même très très tard par rapport à 1976, que tu as cité à propos de Sylviane Steinberg. Susan Steinmetz, oui. Steinmetz, pardon. Oui, mais c'était encore pire côté européen, hein, ou côté français. En 98, personne ne parlait des hommes battus. Il y a eu une petite percée en 2001, parce qu'en 2001, il y a eu la publication d'un livre de Sophie Torrent, qui était une travailleuse sociale suisse, d'un livre qui s'appelle L'homme battu. Et voilà, Sophie Torrent était une travailleuse sociale donc, qui voulait faire sa thèse sur le sujet. À la fin, elle avait rencontré un homme battu dans son parcours. Donc elle a commencé à chercher des témoins. Elle a eu beaucoup de mal à en trouver. Pendant 1 an, elle n'a trouvé personne. Et elle n'était pas du tout aidée par les services de santé auxquels elle s'adressait, qui lui disaient soit ça n'existe pas, soit il y en a très peu, ils se cachent, ils ne voudront pas témoigner, etc. C'est un thème qu'on retrouve assez souvent d'ailleurs. Les hommes ne se reconnaissent pas comme battus, ou en tout cas, ils pensent que c'est pire pour les femmes, donc que ce n'est pas la peine de reporter les violences dont ils sont victimes. Soit les hommes ont honte, parce qu'effectivement, un homme est censé être fort, en tout cas plus fort que les femmes en général, et il est censé être capable de se défendre contre ces violences. Soit les hommes sont culpabilisés, et ils se disent, ils intègrent l'idée selon laquelle ils feraient partie du sexe qui a exploité et violenté les hommes pendant des siècles et des siècles, et donc ils considèrent en quelque sorte qu'ils n'ont pas à se plaindre, même s'ils sont victimes à leur tour. Hein. Donc parfois, ça a été très difficile de trouver des témoins pour les livres ou pour les documentaires.
Alors du coup, est-ce qu'elle a réussi à trouver des hommes victimes pour les Oui, interviewer? alors au bout d'un an, elle a trouvé un homme victime qui s'est beaucoup investi dans la recherche d'autres témoins. Et effectivement, à eux deux, ils ont fini par avoir une dizaine de témoins disponibles. Donc Sophie Torrent a fait un livre extrêmement consistant et bien détaillé au point de vue du témoignage pour exposer la psychologie de l'homme battu, sa sociologie, etc. Alors malheureusement, ce livre paru en 2001, ce livre généraliste sur le sujet, en quelque sorte, c'est toujours le seul et sur le marché. Il a eu la chance qu'un éditeur québécois passe en Suisse à ce moment-là, c'était Yvon Dallaire qui dirigeait les éditions Option Santé, et remarque sa thèse et manifeste son intérêt, il la publie. Sinon, peut-être qu'on n'en aurait jamais eu connaissance. Il a fallu un éditeur québécois pour faire cela. D'accord, les éditeurs français ne sont pas intéressés par la publication d'ouvrages sur les hommes battus. Il ne l'était pas. Bon, depuis, ça a changé un petit peu. Je pense que ça va changer de plus en plus. Mais à l'époque, c'était effectivement un sujet qui n'intéressait pas. Alors en 2005, tu as écrit un livre aussi qui est La cause des hommes, qui fait un inventaire de tous les problèmes dont ils sont victimes, c'est ça? Oui, alors c'était un livre sur les problèmes de la condition masculine en général. Et donc dans ce livre, il y avait un chapitre assez consistant sur les hommes battus. Il y avait un témoignage d'hommes battus qui était assez développé. Donc j'ai fait partie à ma petite échelle des novateurs aussi. Hein. Voilà, mais ensuite il y a eu d'autres événements, hein, en 2008 en particulier. D'une part, il y a eu la création du groupe d'études sur les sexismes, donc qui avait dans ses sujets de préoccupation forts justement les violences conjugales, donc qui a beaucoup traité le sujet des hommes battus, qui a organisé plusieurs conférences, qui a procédé à des saisines du défenseur des droits en matière de discrimination contre les hommes dans ce domaine. Donc ça a été la première association française qui s'intéresse au problème, mais il y en a eu une deuxième la même année qui est apparue, c'est SOS Hommes Battus, qui est une association qui a été créée par une psychologue, Sylviane Spitzer. Encore une femme, on dirait que c'est souvent les femmes qui se chargent de nous défendre finalement. Le monde étant composé pour moitié d'hommes et pour moitié de femmes, effectivement, on trouve une bonne moitié de femmes dans le combat contre les violences conjugales contre les hommes. Mais ça n'étonne que les gens qui sont misandres ou qui... Oui, ça n'étonne que les sexistes finalement qui pensent que la violence est sexuelle. Hein, mais comme la violence n'a pas de sexe, la lutte contre les violences n'a pas de sexe non plus. Hein. Donc Sylviane Spitzer a mis en place une ligne téléphonique d'écoute des victimes. Elle a organisé plusieurs colloques, elle est beaucoup intervenue dans les médias, elle a fait un bon travail. D'accord, donc cette association, je crois qu'elle a fermé en 2016, manque de subventions, je crois. Oui, elle a choisi d'arrêter ses activités parce qu'elle voulait donner une certaine expansion à son association et malheureusement, elle n'a jamais obtenu les moyens, les subventions nécessaires de la part de l'État pour le faire. Voilà. Par bonheur, le travail a été repris sous un nom à peu près sous le même nom, hein, par un monsieur qui s'appelle Pascal Combe, qui est un homme, qui est une ancienne victime, et qui a mis en place un numéro d'appel aussi qui est gratuit. Enfin, lui, il est bénévole, hein, il est totalement bénévole, ça n'est pas un service public. Donc, il est assez compétent sur le sujet et il est en mesure de renseigner efficacement les victimes. D'ailleurs, donc les gens l'appellent sur son portable, c'est ça? Les gens l'appellent à son numéro de téléphone qu'on trouve sur le web et il prend, pour donner une idée de l'importance du problème, il prend 2 affaires par jour. Hein. Par jour? Deux affaires par jour? Par jour, il répond à 2 hommes victimes pendant un temps assez long d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà comment ça se passe. Est-ce que l'INSEE quand même fait du travail là-dessus? Depuis 1970 par exemple, l'INSEE doit bien reconnaître les statistiques d'hommes battus. Il n'y avait pas d'études de l'INSEE sur les hommes battus. Il y a eu enfin une première enquête de victimation
qui est sortie en 2008, enfin en 2008, et qui était conduite par l'Observatoire national de la délinquance, OND, qui est devenu depuis l'ONDRP. C'était la première fois, en 2008. Hein. C'est-à-dire qu'avant 2008, on n'a jamais reconnu que le problème pouvait même exister et nécessiter d'être étudié. Exactement. Les instituts n'étudiaient que les femmes victimes, et c'est dans ce cadre-là qu'est sortie la fameuse enquête NVEF, qui a popularisé le chiffre célèbre de... il y a un homme violent sur 10 ou une femme battue sur 10 ou 10% de femmes battues, qui est un chiffre complètement exagéré, mais qui a fortement frappé le public. Mais cette enquête n'a jamais interrogé les hommes victimes. Alors, si on peut parler 2 secondes d'SOS Papa, il me semble que c'est une association quand même qui existe depuis longtemps. Est-ce qu'ils ont travaillé sur les hommes battus ? SOS Papa, donc, ce sont des pères divorcés. Donc, parmi les pères divorcés qui se sont inscrits à SOS Papa, il y avait des hommes battus aussi. Hein. Mais la préoccupation fondamentale de l'association, c'est le sort des enfants divorces, après le divorce. Et alors effectivement, ils ont aidé en publiant un certain nombre de témoignages, d'articles sur la question. C'était pas leur... Est-ce que tu sais de quand date SOS Papa ? Quand est-ce que ça a été créé ? Au début des années 90. D'accord, ok. Du côté des victimes, est-ce qu'ils ont fait les témoignages, les hommes battus ? Est-ce qu'on retrouve des témoignages documentés ? Alors, il y a eu des témoignages de ci, de là, parce qu'il y a eu de ci, de là des documentaires dans les années 2000, il y en a eu très peu en fait. Et on attendait, nous les militants, nous attendions depuis longtemps un vrai témoignage, un témoignage complet, un livre témoignage d'hommes victimes. Et ce livre témoignage est arrivé en 2008, c'est celui de Maxime Gaget, qui s'appelle « Ma compagne, mon bourreau ». Alors, Maxime Gaget, si on peut rappeler qui c'est, est-ce qu'il a vécu ? Alors, Maxime Gaget, c'est un homme qui a été victime de violences conjugales extrêmement graves, extrêmement graves. Il a subi des opérations, je crois. Et qui en est sorti, qui a subi plusieurs opérations chirurgicales pour se remettre, qui a porté plainte contre son ex-compagne. Bon, la procédure a pas mal duré. Et puis, surtout, qui s'est manifesté suite à une annonce diffusée par le GES, une annonce de l'équipe de documentaristes d'Infrarouge, qui est une émission documentaire bien connue sur France 2, lesquels voulaient traiter le sujet des hommes battus et cherchaient des hommes victimes. Alors, il s'est manifesté tout de suite après la publication de cette annonce. Il s'est porté volontaire et son cas était tellement fort, tellement indiscutable et tellement spectaculaire que l'équipe a décidé de lui consacrer entièrement le documentaire. Ah oui, quand même. Voilà. Okay. Alors, le documentaire a été travaillé. Ils l'ont mis en contact avec un éditeur, ce qui fait qu'il a pu sortir le récit de son calvaire. Et en même temps, il y a eu plusieurs épisodes de son procès qui ont attiré l'attention des médias et qui ont donné lieu chaque fois à des reportages et à des interviews. Donc Maxime Gaget a été extrêmement médiatisé. Alors extrêmement médiatisé, moi je n'en ai pas entendu parler du tout. C'est quelles années ça ? C'est tout récent, c'est 2017, 2016. Voilà, ah oui. C'est super récent. On parlait des dates, là c'était 2008 pour la plupart de la communication, disons, sur le sujet. Et là 2016, est-ce qu'il y a quand même du progrès sur l'existence de situations masculines dans les victimes ? On peut dire qu'il y a un progrès dans l'information, ça c'est incontestable, parce qu'au début des années 2000, c'était un problème complètement inconnu, et quand on se permettait de le soulever, même au sein d'un public averti, les gens haussaient les épaules, ricanaient, rigolaient, disaient « bon, c'est une infime minorité, les hommes battus c'est une infime minorité, il n'y a pas de souci, etc. » Alors que maintenant, ils peuvent plus contester, quoi, maintenant.
on peut, enfin, il y en a encore qui contestent hein, parmi nos adversaires, qui disent les hommes battus, en fait, ce sont des hommes violents qui ont suscité une réaction de violence défensive chez leur compagne. Bon, Le fameux je me suis cassé le poing en frappant ma femme, c'est ça? mais ça existe, ça existe, hein, effectivement, des hommes violents qui se font battre parce que leur compagne a décidé de réagir, ça existe, mais ça existe aussi dans l'autre sens, d'ailleurs, des hommes battus qui réagissent parce que leur femme est violente. Hein. Bon, mais c'est pas sérieux de réduire les hommes battus à ces situations-là. Les hommes battus existent effectivement. Donc il y a de plus en plus de gens qui le reconnaissent, mais au point de vue politique, rien n'a changé. Rien n'a changé depuis le début des années 2000, c'est-à-dire que toutes les procédures dont nous avons parlé, d'ailleurs, toutes les formules publiques hein, d'aide aux victimes, que ce soit les appartements d'urgence, les centres d'accueil, les lignes téléphoniques ou les plans interministériels de prévention, toutes ces actions sont réservées aux victimes féminines. Tout ça, c'est encore aujourd'hui interdit aux hommes? Ça ne change pas, ça ne change absolument pas. Et actuellement, donc, on sait qu'il y a un secrétariat à l'égalité femmes-hommes. Oui, voilà, le secrétariat, c'est quand même 30 millions d'euros de budget. Ils ont quand même une part qui est réservée aux inégalités chez les hommes. Bah, apparemment, non. Et en tout cas, sur le problème des violences, les 30 milliards vont exclusivement au profit des victimes féminines. Hein. Rien n'a changé sur ce plan-là. Et comme, de plus, ça n'apparaît dans aucun... Enfin, la volonté de changement, la volonté de désexuer les luttes contre les violences n'apparaît dans aucun programme de parti politique, on peut se demander le temps que ça va prendre encore. Hein. Alors en plus, on est handicapé par le fait que les hommes n'ont pas vraiment tendance à se battre, ni tendance à se rassembler dans les mouvements de défense des hommes. Bah, effectivement, on peut dire que ce soit au niveau des pères divorcés, que ce soit au niveau des hommes battus, des hommes victimes de paternité imposée, il y a très peu de mobilisation par rapport à l'ampleur, l'énorme ampleur quantitative des problèmes qui touchent des milliers d'hommes, et inversement des regroupements qui essayent d'améliorer la situation et qui se retrouvent quantitativement très faibles. Hein. Donc on ne peut que déplorer ça. Ok, je te remercie Patrick, ça va nous faire un ensemble de vidéos très intéressantes sur chacun des sujets. Ouais, je crois qu'il y a du travail en perspective. Ok, donc on se Merci. retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.